laissez pas désenchanter, ne laissez pas le sarcasme gagner, ne laissez pas le cynisme gagner. Voilà, c'est ça. L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé, c'est pas l'irréalisable. Parce que c'est ça qui est atteint. Alors on sait bien qu'aujourd'hui, c'est la casse du code du travail, c'est la casse de nos retraites, c'est bon. Le néolibéralisme s'attaque très concrètement aux conquêtes de la classe ouvrière, mais le néolibéralisme a aussi des conséquences dans nos vies sensibles, dans nos vies mentales. Il y a un livre tout à fait passionnant de Jonathan Crary qui s'appelle « Le capitalisme à l'assaut du sommeil ». On dort moins bien, on rêve moins bien. Annie Lebrun avait écrit un livre incroyable au début des années 2000 qui s'appelle « Du trop de réalité », dans lequel elle met en cause le crime sensible qui est en train de se produire et qui est la faute du néolibéralisme. Quand le projet de vie c'est de devenir milliardaire, ça laisse des empreintes dans les individus, quoi. Nous sommes en train d'intérioriser ces petites vies mesquines, cette concurrence de chacun contre tous à chaque instant. Et c'est très difficile de donner à sa vie une autre ampleur. Et les théâtres, c'est comme dit Meyerhold, devraient être des palais des merveilles. Et où on ne se conduit pas n'importe comment, mais où on est chez soi quand même. Pas écouter leurs envies, leurs désirs, leur enfance, leurs rêves. Mais bon, je pensais à nos classiques. Insurgé, pour moi, c'est Blanqui. Et l'insurgé Blanqui, c'est deux choses. C'est un type qui est capable de mesurer au mètre près la barricade qu'il faut construire. C'est-à-dire qu'il est dans cette pratique-là. Une barricade, ça se tient, ça se monte comme ça se met à tel endroit de la rue. Et puis qui, à la fin de sa vie, au Fort du Taureau, réinvente l'histoire de l'humanité, voire plus. Dans un livre incroyable qui s'appelle L'éternité par les astres. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage délirant de cet homme qui, paumé, donc, qui a passé sa vie en tôle. Dès qu'il sortait, on le remettait en prison. Il a raté la Commune de Paris parce qu'il était en tôle. Ils l'ont mis au Fort du Taureau. Les gardes avaient pour ordre de tirer dès qu'il s'approchait trop près des fenêtres pour qu'il ne puisse plus jamais voir la mer. Bon, jamais oublier de quoi est capable la bourgeoisie. Et donc, Blanqui, au Fort du Taureau, écrit un livre absolument échevelé qui s'appelle L'éternité par les astres, qui a beaucoup à voir avec Gatti d'ailleurs, me semble-t-il. Et l'insurrection, c'est ces deux choses-là, c'est ces deux bouts-là. C'est être capable très concrètement de monter une barricade, de la penser, d'assumer le combat de rue, et on sait ce à quoi nous avons été confrontés, ce à quoi le mouvement des Gilets jaunes a été confronté en termes de répression policière, et on sait que ça ne va pas s'arrêter. Et il ne s'agit évidemment pas de tomber dans un idéalisme débordant où l'art pourrait tout, la pensée pourrait tout. Il va falloir apprendre à reconstruire des barricades, ou renouer avec cette pragmatique-là de nos luttes, et en même temps se redonner une dimension d'univers que nous avons abandonnée. Et Insurgé de l'art m'intéresse parce que je trouve que ça permet de désigner la démission d'une partie de la gauche quand même sur les questions culturelles et les questions artistiques. Certaines institutions ne sont pas partageuses. Ça vient parfois des institutions elles-mêmes. Et dans les horaires, dans les prix parfois, mais dans la façon de fonctionner, dans l'hospitalité, dans la simplicité de rapport, dans une certaine... Je pense j'ai l'impression que si c'est pour créer des structures, des institutions, des équipements, comme vous dites, aussi facilement réquisitionnés par ceux qui les font fonctionner, c'est pas un bon calcul. Moi, je pense qu'on a besoin d'institutions humbles, d'institutions qui fonctionnent, disons, et et dont les prestataires, dont ceux qui sont nommés pour les faire fonctionner,
partage un peu quand même la vie, la vie de ceux qui viennent. Pas quelque chose qui se rajoute à la nomenclature déjà existante. Et ça, je pense que c'est très difficile. Un texte de jeunesse de Marx qui s'appelle le vol de bois, qui est un des premiers textes importants sur le communisme de Marx. Ce que je vais dire, c'est pas de moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup venu à Uzès, qui s'appelle Georges Didier Huberman. Et il y a un film très beau qui se passe en Italie de Vincent Dieudre, où il filme une occupation d'un théâtre. Et puis il y a des militants qui sont là et ils ont un Skype en direct avec Georges Didier Huberman. Et Georges Didier Huberman leur dit: il est très probable que demain les flics débarquent et vous virent. A priori, vous allez perdre. Voilà. Prenons acte que la défaite, et il faut arrêter avec le déni de nos défaites, on va peut-être perdre. Mais il dit: mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous consoler, peut-être pas vous rassurer, mais qui va peut-être redonner du sens à ce que nous sommes en train de faire et à ce que vous êtes en train de faire. Et c'est le vol de bois de Marx. C'est quoi le vol de bois de Marx? C'est, donc vous savez, les paysans avaient le droit de ramasser du bois, et puis un décret est voté, édicté, qui leur interdit l'usage du bois commun. Voilà. Et donc le bois qui tombait, le bois qui était à terre, devient propriété des puissants et de la domination. Et ce qui est passionnant dans le texte de Marx, c'est que Marx dit c'est au nom d'une tradition que l'on peut faire honte à la domination de faire ce qu'elle fait. Voilà. La domination nous invente des nouvelles lois, elle nous explique qu'il faut s'adapter, elle nous explique que c'est ça la modernité, le nouveau monde macroniste, et c'est au nom de la création d'une tradition que nous venons lui dire non, cela n'a pas toujours été comme cela. Et Didier Huberman leur dit: vous êtes en train d'occuper ce théâtre, il est probable que vous perdiez, mais vous êtes en train de créer une exception à l'intérieur de la norme, et créer une exception à l'intérieur de la norme permet de montrer à la norme qu'elle n'est pas normale. Il y avait en Belgique, j'ai su ça il y a quelques années, il y avait en Belgique à un moment, je ne sais pas si ça existe encore, dans les petites villes, il y avait ce qu'on appelait des chauffoirs. Le chauffoir, c'était un endroit comme ça, où il y avait quelqu'un qui pouvait faire du café, un thé, etc. Et où les gens pouvaient venir à toute heure de la journée, s'asseoir, boire un verre de café et parler. C'était tenu soit par une association, soit par... Ça s'appelait un chauffoir. Eh bien, moi je crois qu'on a besoin de chauffoirs, de réchauffer les cœurs. Chalamov disait des années 20, nous étions ivres tellement il y avait d'oxygène. Ben, il y a quelque chose comme ça, nous étions ivres en partant tellement il y avait d'oxygène. Tous ces lieux-là, tous les lieux spontanés, tout ça, et quand je vous parlais de terrain vague, il n'y a plus de terrain vague. Hein. C'était tellement important pour les enfants des terrains vagues. C'était le terrain d'aventure, c'était un lieu culturel, le terrain vague. Il y avait une vieille épave de voiture et ça devenait un carrosse et ça devenait le Far West. Et le travail de l'imagination, le muscle de l'imagination et de la poésie donc, était cultivé. Là, il y a quelque chose qui se passe qui est que tout est en... Il n'y a plus de place pour que les tout jeunes citoyens ou les citoyens puissent eux-mêmes détourner, transformer, tout est régi. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la première image, spontanément, est une image désolante et de désolation et d'uniformisation radicale avec les poches qu'on a pu connaître il y a 20 ans qui n'existent plus. Enfin, si on regarde à l'œil nu comme ça, c'est désespérant. Avec en plus des dynamiques très profondes, la disparition qui est annoncée à peu de temps du ministère de la Culture, la festivalisation du monde culturel, je parle plutôt pour le théâtre que je connais le mieux, mais la festivalisation qui a été très très forte, et la festivalisation elle se retrouve aussi dans les théâtres aujourd'hui, c'est-à-dire que les théâtres construisent leur programmation comme un petit festival, il y en a un peu pour tous les goûts, comme une grille de télé quoi en gros. Donc si on regarde à l'échelle macroscopique,
c'est catastrophique. Et en même temps, moi, ce que je peux observer, c'est une infinité de petites expériences. Alors, qui sont petites, qui sont, pour reprendre l'image que tu prends, des lucioles, hein, c'est-à-dire qu'à la Pasolini, en voie possiblement de disparition. Mais Bernard disait, nous, on parlait du commencement, et en l'écoutant, je pensais, c'est Hannah Arendt qui dit la politique, c'est l'art des commencements. J'ai l'impression, aujourd'hui, c'est un art de la natalité, j'ai l'impression aujourd'hui, quand je vois notamment chez les jeunes gens qui n'ont plus aucune espérance dans le service public, et ça va être un problème, hein, parce que aussi c'est des luttes qu'on délaisse, en considérant que l'institution c'est pourri, ça bouffe, qu'on ne va pas perdre du temps à remplir des dossiers bureaucratiques qui vous demandent d'écrire le spectacle que vous n'avez pas encore créé quasiment à la seconde près. Donc moi je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui, ou pas autour de moi, qui se mettent à créer, à bricoler des micro-espaces. Et à ce titre-là, je crois que ce n'est pas une petite période qu'on est en train de vivre, que des choses sont en train de s'inventer, dont on n'a pas l'idée, dont on n'a pas la cohérence. Alors pour l'instant, elles sont très essaimées, très atomisées. La question de la fédération de ça se posera peut-être dans un deuxième temps. Mais moi j'avais été frappé, je m'arrête là, par un texte d'un philosophe qui est mort il y a 3 ans, qui s'appelait Miguel Abensour, qui avait écrit un éloge du petit, et qui avait dit dans les périodes de monumentalité brutale, ou le grandiose, vous savez, c'est l'expression « on va vous en mettre plein la vue ». Bon. Il faut défendre le petit, le minuscule, c'est repartir à la base. Alors, ça ne répond pas à la question du parti, de la prise de pouvoir et à plein d'autres questions, mais il faudra se la poser, cette question-là. Mais il n'empêche, me semble-t-il, qu'il y a une multiplication de petits aujourd'hui qui donne qui donne beaucoup de raisons d'espérer. Voilà. J'ai peur des parcs fermés dans lesquels on ne rentre plus. Il s'agit de venir interroger une sorte d'impératif politique aujourd'hui, qui est notamment celui de l'État, qui demande aux artistes « faites-nous du théâtre politique ». C'est quasiment le dernier endroit encore toléré, avec une sorte d'injonction étatique. D'écouter aussi un certain nombre d'artistes qui disent « je fais du travail du théâtre politique ». Et donc, d'essayer de regarder quelles sont les aventures du mot politique. Qu'est-ce que veut dire le mot politique quand il est utilisé par Jean-Marc Dumontet, qui est le meilleur ami du président de la République, qui fait un festival de théâtre politique, ou quand il est utilisé par une jeune compagnie dans la marge, ou quand il est utilisé par un artiste du théâtre public reconnu. Essayez de suivre les aventures du théâtre politique, et ma proposition, c'est de se dire, le problème de théâtre politique, c'est que quand on les met côte à côte, on pense plus ce que le théâtre fait à la politique et ce que la politique peut faire au théâtre. Donc c'est pas contre le théâtre politique, au sens il faudrait que le théâtre cesse de s'intéresser à la politique. C'est contre, au contraire, c'est contre le théâtre politique dès lors qu'il est rouillé par l'usage. Et qu'est-ce que ça peut vouloir ? L'idée, c'est, et si on faisait théâtre et politique et qu'on investissait ce « et » ? Mais c'est comme dans les vieux couples, quoi, quand on se pose plus la question de son appariement, quand on se pose plus la question de pourquoi on est côte à côte, et de se dire, tiens, si on refait travailler le mot théâtre et si on fait retravailler le mot politique, ça veut dire quoi, politique ? Politique peut prendre tellement de sens. Il y a la politique Charlie, citoyenniste, catéchistique de l'État républicain, il y a la politique subversive, il y a la politique insurrectionnelle, il y a la politique communiste, et le mot théâtre. Et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait à la politique si je prends le mot théâtre au sérieux ? Qu'est-ce que ça fait au théâtre si je prends le mot politique au sérieux ? Et d'essayer de réinventer des articulations comme un certain nombre d'artistes le font. Les équipements culturels, oui, ben peut-être c'est aussi des lieux de contemplation, c'est des lieux où on peut être... où on vous laisse en paix aussi. Laisser le vide, un certain vide, un vide fertile, un vide qu'on peut remplir un peu comme quand on écrit ou quand on fait une répétition, ou un acteur, s'il n'est pas un peu vide, il ne peut pas jouer. Mais je pense que nous sommes pleins de tellement de bruit, de fureur, d'obligations, etc., que si la ville nous laissait certains endroits un peu proposer des endroits, avec l'humilité de nous donner des endroits qu'elle ne régit pas. Je pense que nous avons besoin d'espaces non réglementés, non affectés, de vrais prés communaux.
qu'est-ce que le théâtre peut à nos luttes? Alors on peut se raconter qu'il va mobiliser à des échelles de masse, je n'y crois pas. On peut se raconter qu'il va transformer des consciences de A à Z, je n'y crois pas. En tout cas, je n'en ai pas d'exemple et je ne vois pas bien comment ça peut marcher. Donc, pour moi, la question, c'est pas de venir défendre l'individu comme terminologie politique, c'est de se demander à quel endroit le théâtre peut être actif, à quel endroit il peut agir. Et j'ai l'impression que de redécouvrir la puissance de l'individu, cette incroyable... Encore une fois, on a abandonné ça. Je cite Heiner Müller dans le livre qui le dit. Le communisme, dit Heiner Müller, c'est pas le collectif. Le communiste, c'est celui qui dit qu'il n'y a rien à attendre d'autre après la mort, donc on va construire une vie tout de suite, maintenant, digne de ce nom. C'est Marx, hein, le développement de chacun est la condition du développement de tous. Bon. Et donc on a lâché ça, on leur a laissé ça, comme si c'était... et moi, encore une fois, il ne s'agit pas de venir dire, comme j'ai pu le lire, qu'il fallait abandonner la politique serait avec des individus. Je pense évidemment qu'il faut s'organiser, inventer des rapports de force, après quel que soit le nom qu'on donne aux organisations, évidemment qu'il faut du nombre, évidemment, bien sûr, mais ça, c'est pas le théâtre, ça, c'est pas ce que le théâtre peut. À l'échelle du théâtre, je crois qu'aujourd'hui, venir compter et miser sur la capacité d'un individu à découvrir ce qui en lui est inaccaparable, à ce qui fait que l'expérience que je vis au théâtre n'est pas la même que celle de mon voisin ou de ma voisine, qu'il y a quelque chose en moi qui ne se divise plus, individu, à redécouvrir cette histoire de l'intériorité. Et effectivement, moi, il y a des mots que j'emploie, même le mot de grâce, enfin, j'ai rien contre la grâce, on leur a lâché ça aussi, enfin, pourquoi? Et l'intériorité, c'est pas l'intimité. L'intériorité, c'est quelque chose qui a à voir avec nos vies sensibles. Et encore une fois, on a l'impression aujourd'hui que ce sont des catégories réactionnaires ou des catégories macronistes, mais le surréaliste, c'est pas complètement rien dans l'histoire des relations entre la gauche et l'art. Et Marcuse et d'autres ont essayé de penser cette chose-là.